Bonjour tout le monde, on va juste attendre qu'il soit 11 heures pile pour débuter. Émilie, je n'ai pas testé les diapos, voir si ça avance bien. Je peux-tu juste le tester 2 secondes? OK. Oui. Oups, tu veux, j'en ai sauté une. OK. OK, c'est bon. Maintenant 11 heures, je pense qu'on va commencer et puis les gens pourront continuer à entrer au fil des minutes. Donc bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être des nôtres pour ce webinaire qui va présenter Repère, le nouvel outil de l'Observatoire de la qualité de l'offre alimentaire, un dispositif de vigie de l'Institut sur la nutrition des aliments fonctionnels de l'Université de Laval. Je suis Émilie Chouinard-Cyr, la responsable des communications de l'Observatoire. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Veuillez noter que le webinaire est enregistré. Je pense que j'ai déjà eu une question pour la copie de la présentation. Il va être disponible en rediffusion par la suite. Là, on va communiquer sur ça bientôt. Vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation, dans questions et réponses ou dans le clavardage, et on va y répondre à la fin. Et sans plus attendre, je laisse la parole à ma collègue Sonia Pomerleau, nutritionniste et professionnelle de recherche à l'Observatoire et qui est aussi une des instigatrices de l'élaboration de repères qui va vous en parler plus en détail. Merci, bonne présentation. Merci, Émilie. Juste me dire si le son est bon, Émilie? Tout bon. Super, parfait. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite, tout d'abord, je suis contente de vous voir en si grand nombre aujourd'hui. Je vais tout de suite passer au menu pour un peu vous orienter vers quoi on s'en va aujourd'hui. Donc, évidemment, on va présenter Repère, c'est l'objectif principal, mais pour bien comprendre Repère, il faut savoir d'où viennent les données. Puis, ça vient des travaux de l'Observatoire de la qualité de l'offre alimentaire basé à l'INAF, à l'Université Laval. Donc, j'en parler brièvement. Ensuite, je vais vous entretenir un petit peu sur le développement de Repère, comment on s'y est pris pour développer l'outil. Évidemment, je vais faire une petite démo pour vous montrer les différentes fonctionnalités de l'outil. Puis, je vous invite à rester aussi jusqu'à la fin parce que à la suite de la démonstration, je vais aussi vous parler un petit peu de certaines précisions, certaines informations complémentaires pour l'utilisation de Repère. Puis, à la fin, il y aura la période de questions et j'espère avoir les réponses pour vous. Donc, c'est Émilie qui va animer la période de questions-réponses. Puis, si jamais vous n'avez pas le temps de vous joindre à vous pour cette période-là, que vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à rester n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Finalement, je vais y répondre avec plaisir. Donc, comme je le disais tantôt, on est basé à l'INAF. Donc, l'INAF, c'est un institut de recherche. L'Institut sur la nutrition des aliments fonctionnels, c'est un institut de recherche qui a comme but de contribuer à l'alimentation durable, tant pour le secteur bioalimentaire, pour la santé, mais aussi pour la planète, pour une planète plus en santé. Nos travaux ciblent différents chercheurs. Donc, on a des chercheurs de différentes universités du Québec. On a 15 institutions de recherche. On a des étudiants autant à la maîtrise, doctorat, postdoctoraux. On a des partenaires gouvernementaux, des partenaires bioalimentaires de différents horizons.
Puis, notre mission est autour de 4 piliers. Donc, on fait autant de la recherche, de la formation, du transfert de connaissances, un peu comme je le fais aujourd'hui. Puis, on fait aussi de l'innovation. Donc, c'est vraiment un bref petit mot sur l'INAF pour vous orienter un petit peu plus. Mais autrement, je vais plus m'attarder sur l'Observatoire de la qualité de l'offre alimentaire qui a été fondé en 2016. Puis, en fait, ça avait été un besoin qui avait été identifié autant par des partenaires gouvernementaux, des industries, des partenaires de la communication en nutrition, etc., pour se doter d'une base de données objective pour savoir c'est quoi la qualité de l'offre alimentaire tant au Québec qu'au Canada. Donc, lorsqu'on est né, on a développé notre mission qui était de mesurer et qui est encore de mesurer et suivre l'évolution de la qualité de l'offre alimentaire pour contribuer à l'effort collectif pour l'améliorer, mais aussi en termes de quantité, en termes de qualité qu'en termes d'accessibilité. On est nommé dans la politique gouvernementale de la PGPS, finalement, pour le ministère de la Santé notamment. On a été nommé pour un des objectifs. Puis, on est également nommé dans la politique bioalimentaire du MAPAC qui a été renouvelée 2025-2035. Donc, pour l'Observatoire, la programmation scientifique s'articule autour de 3 axes. Aujourd'hui, je vais plus parler de l'axe 1 pour lequel je travaille, qui sert à caractériser et suivre la qualité de l'offre alimentaire. Mais sachez qu'on a également un axe 2 qui s'intéresse aux divers milieux de vie, donc aux études qu'on peut réaliser autant en CHSLD, en centre hospitalier pour l'offre alimentaire, mais également dans les écoles, les CPE, etc. Puis, on a l'axe 3 qui englobe un peu ces 2 axes qui sert justement à la mobilisation des connaissances à nos différents publics cibles, dont les professionnels de la santé. Donc, comme je vous disais, les travaux dont je vais vous parler aujourd'hui découlent de l'axe 1. Donc, vous allez entendre parler beaucoup d'études sectorielles, de catégories d'aliments. Donc, c'est la façon qu'on mesure la qualité de l'offre alimentaire, puis c'est comme ça qu'on récolte toutes les données qui sont disponibles dans Repère. Donc, on étudie diverses catégories d'aliments selon 4 critères. Donc, pour déterminer si on étudie une catégorie d'aliments, on a eu un comité scientifique qui se sont basés là-dessus, qui ont déterminé que ça prenait 4 critères. Puis, parmi ces critères-là, c'est la variabilité de la composition nutritionnelle. Donc, on va étudier une catégorie d'aliments qui est très variable. Donc, on ne s'intéressera pas, par exemple, au lait 1 qui est toujours la même composition nutritionnelle. On va aussi s'intéresser à des catégories pour lesquelles on peut avoir un impact sur la santé lorsqu'on l'améliore. On va étudier des catégories qui ont un haut taux de pénétration dans les ménages, donc qui sont hautement consommées par la majorité de la population. Puis, on va aussi s'intéresser à des catégories d'aliments qui ont potentiel d'amélioration. Donc, si je prends l'exemple du brocoli, il est parfait, on ne peut pas l'améliorer, donc on ne s'intéressera jamais au brocoli. Ce qui fait en sorte qu'au fil des années, on en est venu à s'intéresser à une quinzaine de catégories d'aliments que vous voyez présentement à l'écran. Là, on a réalisé les portraits initiaux entre 2016 et 2022, puis on a commencé à faire les suivis depuis 2021. Donc, les suivis, c'est pour voir comment ça a évolué en termes de composition nutritionnelle, mais aussi pour voir comment les consommateurs se comportent face à ça. Est-ce qu'ils achètent plus les produits qui sont améliorés, etc. Donc, c'est le genre de choses qui nous intéressent. Puis, comme vous voyez également à l'écran, ça fait en sorte qu'on suit presque 6 000 produits. Donc, il y en a vraiment beaucoup qu'on garde à l'œil au fil du temps. Pour chacune de nos catégories d'aliments, on réalise une méthodologie sensiblement la même. Je vous l'ai dit en grandes lignes, disons, pour que vous sachiez que c'est une méthodologie qui est très rigoureuse. Puis, on le fait depuis plusieurs années, puis c'est vraiment très solide. Donc, on démarre avec une revue de la littérature pour voir si des études de ce type-là ont été réalisées au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde. Et si oui, sous quels angles les analyses ont été faites. Ensuite, on a plusieurs auxiliaires de recherche qui travaillent avec nous dans notre équipe pour aller dans les supermarchés, les épiceries, les magasins à grande surface, les épiceries spécialisées, tout ça, et collectent tous les produits d'une catégorie. Donc, si, par exemple, on s'intéresse aux céréales à déjeuner, bien, ils vont acheter toutes les céréales à déjeuner qu'ils vont croiser dans les supermarchés. Ils vont noter les prix en notes. Puis après ça, ils vont faire un autre supermarché, une autre bannière pour vraiment récolter le plus possible les céréales qu'on peut avoir sur le marché québécois. Pour chacune des boîtes de céréales, on va prendre en photo chaque face de l'emballage pour garder dans nos archives, mais aussi pour colliger toute l'information qui s'y retrouve. Donc, on va noter autant la liste des ingrédients, le tableau de la valeur nutritive, les logos, les allégations, etc. Tout est noté. On fait ça en double codeur pour s'assurer que l'information est juste, qu'il n'y ait pas d'erreur.
Puis par la suite, on va aussi classifier les produits parce qu'on ne les compare pas un à un. Par exemple, les céréales, on va les classifier selon la clientèle cible. Donc, on va comparer les céréales pour enfants avec les céréales pour adultes pour voir si la composition nutritionnelle varie selon le public cible. Ensuite, on va combiner nos bases de données de composition nutritionnelle avec les bases de données de vente. Ça nous sert à pondérer les ventes. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut attribuer un plus grand poids aux céréales, par exemple, les plus vendus, parce qu'ils contribuent davantage à ce qui est consommé au Québec. Ensuite, on fait évidemment l'analyse et l'interprétation des résultats. Pour les bases de données, donc c'est nous qui s'occupons de la base de données nutritionnelle. Puis pour les achats alimentaires, les données de vente, ça provient de la compagnie Nielsen qui nous les fournit pour une période de 52 semaines. Donc, ça nous permet d'avoir pour chaque catégorie d'aliments une couverture sur un an de ce qui a été vendu. Donc, on peut vraiment avoir des données les plus solides possibles. Ensuite, on croise les données de composition nutritionnelle avec celles des achats sur la base du code UPC, le code à barre qu'on trouve sur les produits. Puis, ça nous permet d'avoir une couverture moyenne du marché d'environ 80 %. Donc, vous allez remarquer, dans Repère, on n'a pas 100 % de l'offre alimentaire pour une catégorie de données, on a 80 %, mais on constate quand même que c'est représentatif de ce qui est disponible au Québec. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un petit tour sur le site web de l'Observatoire. J'ai mis l'adresse tout en haut. Si vous allez sous l'onglet « Publications et rapports », vous trouverez le portrait des catégories d'aliments, mais vous trouverez également pour chacune des catégories, il y a aussi un fait saillant de 2 pages qui résume ce qu'on a remarqué finalement dans cette catégorie-là, parce que les rapports sont assez costauds. C'est une cinquantaine, soixantaine de pages. Puis pour presque toutes les catégories, présentement, je pense qu'il en manque 3 qu'on n'a pas les suivis encore. On est en train de finaliser les rapports, mais sachez que les suivis aussi sont disponibles présentement sur notre site web. Donc maintenant, si on s'en va vers Repère, comme je le disais tantôt, la façon qui est née l'idée de développer Repère, c'est que, bon, comme vous savez maintenant, on a presque 6000 produits qu'on suit dans le temps, donc on a beaucoup de données. Puis, en discutant avec des nutritionnistes dans différentes formations, congrès, tout ça, on a réalisé que ça pourrait vraiment être utile pour appuyer les recommandations, aider les nutritionnistes à donner des vraiment meilleurs soins avec des produits qui sont plus à jour, qui ont des critères fixes, qu'on peut également faire des tris selon différentes façons de faire. Puis évidemment, ce ne sera pas via des fichiers Excel comme on a qu'on peut vous partager ça. Donc, on veut vraiment avoir une plateforme qui est plus facile d'utilisation, qui est agréable à jouer avec plutôt qu'un fichier Excel, justement. Donc, on a embauché une firme web pour nous appuyer dans cette démarche-là, parce que vous vous doutez qu'on n'est pas des spécialistes du tout en plateforme web. Donc, pour débuter tout ça, bien, on a fait des consultations auprès de nutritionnistes pour s'assurer que la plateforme puisse vraiment répondre aux besoins de tous les secteurs. Donc, dans nos consultations, on avait autant le secteur de la communication, de la santé publique, de la nutrition clinique, mais aussi de la gestion. Donc, puis la recherche, on a aussi vraiment visé tous les secteurs pour s'assurer que ça puisse aider le plus de nutritionnistes possible. Ensuite, la firme web a développé une maquette, ce qu'on appelle un bêta. Puis, on a ce bêta-là à la fin de l'été aux mêmes nutritionnistes qu'on avait fait les consultations et même plus pour aller encore plus loin pour être sûr qu'on puisse vraiment aider finalement la plupart des nutritionnistes dans leur recherche de produits pour les recommandations. Puis, dernièrement, on était plus en termes de finalisation de l'outil. On a importé sur notre site web, on a ajouté des photos. Ce n'est pas encore tout à fait terminé. Il reste encore quelques photos qui ne sont pas tout à fait à mon goût, mais bon, avec presque 6000 produits, c'est difficile d'avoir l'entièreté de toutes ces données-là complètes. Puis, on est en train de faire, on a fait des tests internes, externes, des dernières corrections. Puis, on est arrivé au résultat d'aujourd'hui. À nouveau, si je vous invite à aller faire un petit tour sur le site web de l'Observatoire, vous voyez, il y a maintenant l'onglet « Outils repères » qui est ajouté. Donc, si vous voulez aller faire un test tantôt, bien, vous pourriez y aller sans problème. Puis, moi, maintenant, je vais sortir de la présentation. Ça devrait fonctionner. Puis, je vais aller faire tout de suite… Je retrouve mon curseur. OK. On va aller faire tout de suite une petite démo. Émilie, juste pour être sûre, c'est toujours… c'est quoi qu'on voit maintenant? Oui, on est encore sur la présentation de tout à l'heure. OK, bon, parfait. Je vais faire basculer. Bien là. Bon,
vais essayer de le glisser de bas. Je pense que ça va marcher. Ça a marché, hein? Parfait. OK. C'est bizarre. Moi, je ne vois pas exactement la bonne chose, mais je pense que ça va être correct. OK. Donc, d'entrée de jeu, sur la page d'accueil de repères, vous voyez un petit peu ce qu'est repère, finalement, ce répertoire de produits alimentaires pour des choix éclairés. On doit évidemment se connecter soit via un compte qu'on a déjà créé avec notre numéro de permis ou bien se créer un compte. Mais je vous invite quand même à aller voir un petit peu plus bas pour voir ce que Repère permet de faire. Donc, on peut cibler les produits alimentaires qui répondent à des critères qu'on a fixés. On peut aussi constituer des listes d'aliments à partir d'une base de données fiable, dont celle que je viens de vous parler. Puis, on peut personnaliser les recommandations selon la clientèle qu'on a devant nous cette journée-là. Donc, on peut faire différentes listes selon c'est qui la clientèle qu'on rencontre. Si jamais vous avez des collègues qui souhaitent utiliser Repère puis qui n'ont pas pu assister à la rencontre d'aujourd'hui, bien, on a un tutoriel quand même qui est disponible aussi à la page d'accueil de Repère. Et tout en bas, vous avez le fameux bouton « Cliquer » si vous avez des questions. Donc, évidemment, on est en démarrage, donc n'hésitez pas à nous écrire. On est vraiment là pour ça. On prend toutes les questions. On y répond sans problème. Et je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur la foire aux questions. Il y a beaucoup d'informations supplémentaires. Je vais en parler un petit peu tantôt à la fin de la présentation, mais il y a quand même plusieurs listes qui sont là aussi que vous pourrez regarder. Donc, pour se créer un compte dans Repère, moi, vous vous doutez que j'ai déjà un compte, mais je vais quand même vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ça prend simplement le prénom, le nom de famille, le numéro de permis de l'ODNQ et le taux joué. On vous demande aussi un engagement à la déontologie, si je peux dire. En fait, on se fie sur les nutritionnistes justement pour utiliser leur bon jugement dans l'utilisation des recommandations que Repère fait. En fait, vous savez, des marques qui sont nommées. Donc, on veut s'assurer que ça soit bien utilisé. D'emblée, on a une petite case à cocher à ce sujet-là. Quand vous avez déjà un compte, vous pouvez simplement aller à Connexion. Puis, dans Connexion, à nouveau, on doit confirmer qu'on est toujours membre de l'ordre. Je confirme, puis on peut aller plus loin à ce moment-là. Une fois connecté, on a quelques options qui s'offrent à nous. Évidemment, on peut lancer une recherche tout de suite, mais je souhaite quand même vous présenter la partie sous-compte. Les sous-comptes, c'est lorsqu'on a des auxiliaires de recherche, des stagiaires qui travaillent avec nous, des techniciennes qui veulent vous donner un coup de main sur différents aspects. Donc, vous pouvez les inscrire via un sous-compte en écrivant leur prénom, leur nom de famille, leur adresse courriel, puis on doit mettre une fin aussi de validité du compte, ce qui fait en sorte que si jamais vous avez une stagiaire qui est là pour 5 semaines, mais vous pouvez mettre cette durée-là parce que vous quand même chapeautez cette personne-là qui n'est pas membre de l'ordre. Donc, vous allez avoir accès aux listes que ces personnes-là vont créer. Puis, une fois que c'est terminé, bien, vous gardez les listes pareilles, mais la personne n'a plus accès si elle n'est pas membre de l'ordre puis qu'elle n'a personne pour la chapeauter. Ensuite, on peut aussi aller, bien évidemment, pour modifier le profil, voir les listes sauvegardées, mais je vais vous les montrer à la fin. On va aller tout de suite faire une recherche. Donc, à la première page de la recherche, on a des catégories d'aliments qui sont suivies par l'Observatoire. Donc, vous n'êtes pas surprise de voir les mêmes qu'on avait tantôt. Évidemment, ça prend beaucoup de données pour avoir accès à Repère. Donc, on n'a pas toutes les catégories d'aliments. On a vraiment celles que l'Observatoire suit présentement. Si vous passez sur le petit curseur ici, on a plus d'informations. Si vous passez le petit curseur sur l'ampoule, on a plus d'informations sur ce qu'on entend pour chacune des catégories d'aliments, comme par exemple les céréales à déjeuner. Bien, on parle seulement des céréales prêtes à manger. On ne parle pas des céréales chaudes, des gruyots, des céréales pour bébé. Une fois qu'on clique sur la catégorie de notre choix, on a tout de suite accès aux critères. Donc, je vais vous présenter grossièrement à quoi ça peut ressembler. Tout d'abord, on peut choisir la portion. Donc, on a la portion TVN, donc la portion qui est indiquée sur le tableau de la balance nutritive, mais on peut aussi choisir la quantité de référence qui est réglementée par Santé Canada. L'idée, c'est de pouvoir soit comparer sur le même poids ou sur le même volume. Par exemple, pour la portion TVN des yogourts, bien, ça va être un contenant individuel, alors que la portion en grammes, ça va être la même quantité de grammes pour chaque portion. Donc, c'est pour offrir le choix finalement selon la base sur laquelle on veut comparer. Ensuite, on peut aussi
choisir les valeurs absolues, donc en grammes, milligrammes, ou bien le pourcentage à valeur quotidienne. Par contre, pour le pourcentage à valeur quotidienne, il y en a des nutriments qui n'en ont pas, donc il faut garder ça en tête. Dans ce cas-là, ça reste les valeurs absolues qui sont utilisées, comme par exemple les protéines n'ont pas de valeur quotidienne, etc. D'entrée de jeu, les curseurs sont placés aux extrêmes, donc minimum, maximum. Ce qui veut dire que pour la catégorie que j'ai choisie présentement, qui sont les biscuits, bien, les teneurs minimales et maximales de gras saturés, bien, ça varie entre 0 et 12 grammes de gras saturés. On peut changer ces teneurs-là, soit en utilisant des petites flèches, soit en utilisant le curseur, ou bien en écrivant directement la quantité qu'on veut dans la case. Peut-être avez-vous déjà remarqué tout en bas que j'ai un nombre de résultats qui est indiqué. Donc, on est parti de, là, je vais aller de mémoire, de 755, puis on est rendu à 237 résultats. Ça veut dire qu'en réduisant les critères, bien, ça diminue évidemment mon nombre de résultats. On peut évidemment aussi augmenter les quantités qu'on veut. Si on veut plus de fibres ou plus de protéines aussi, on peut les augmenter. Oups. Puis, on peut aller aussi tout en bas où il y a d'autres attributs. Donc, les autres attributs, c'est des informations qui vont au-delà du tableau de la valeur nutritive, mais qui peuvent être super utiles dans un contexte clinique ou de gestion et tout ça. Donc, on peut avoir des cases à cocher à droite. Donc, on ne veut pas de colorants artificiels, on ne veut pas d'additifs qui sont à éviter, on ne veut pas des édulcorants, on ne veut pas d'additifs non recommandables. Là, j'ai nomme rapidement, mais sachez que dans la foire aux questions, ils sont tous listés. Qu'est-ce qu'on entend par édulcorant? Qu'est-ce qu'on entend par colorants artificiels? Ils sont tous listés. Même chose pour les additifs, les émulsifiants et tout ça. Puis, on peut aussi aller indiquer les allergènes qu'on ne veut pas, évidemment, à exclure de la liste. Ils sont listés ici en dessous quand on clique sur la barre. Par contre, sachez que les allergènes, la façon que l'outil fonctionne, c'est les allergènes, il va les chercher dans la zone en dessous de la liste des ingrédients où c'est noté contient ou peut contenir, etc. Fait que l'outil va les chercher là. C'est permis par la réglementation canadienne que ce soit en caractère gras dans la liste des ingrédients. Donc, par exemple, arachide soit indiqué en caractère gras dans la liste des ingrédients. Dans ce cas-là, il ne sera pas nécessairement écrit en dessous contient ou peut contenir des arachides. C'est permis par la loi. Par contre, dans ce cas-là, l'outil ne comprendra pas le caractère gras. Dans ce cas-là, je vous invite à l'inscrire dans ne contient pas. Le ne contient pas, lui, il va le chercher directement dans la liste des ingrédients. C'est ça la différence entre les deux cases. Puis, on peut ajouter des choses aussi dans ne contient pas qui ne sont pas nécessairement des allergènes, mais qu'on ne veut pas. Par exemple, je ne veux pas... Là, j'allais ici d'huile de palme ou je ne veux pas de chocolat. Et à ce moment-là, on peut les cocher, puis je vais avoir des produits qui vont m'être proposés qui n'ont pas d'huile de palme, qui n'ont pas de chocolat non plus. Pour avoir, là, je vais juste en enlever un ici pour montrer. Oups, ça n'a pas marché. OK. Quand on a au-dessus de 30 résultats, l'outil va nous dire que ça a généré trop de résultats puis de restreindre mes critères pour avoir une sélection qui est conforme. En fait, la raison, c'est que vous allez voir à la page résultats, c'est très dense. Donc, on a mis un maximum de 30 résultats pour s'assurer que la page de résultats soit gérable. Donc, ça prend vraiment ça pour aller de l'avant. Même chose aussi à l'inverse. Si j'ai trop peu de résultats, je ne sais pas, je vais réussir à y arriver. Si je n'ai pas assez de résultats, ça va être indiqué « Veuillez élargir le nombre de critères pour aller plus loin » parce qu'on ne veut pas que l'outil nous propose seulement qu'un produit. On voudrait quand même que le patient puisse avoir plusieurs choix si jamais il n'aime pas ce produit-là, mais on ne veut pas aussi comme prendre position, dire que c'est l'air, que ce produit est meilleur que les autres. Donc, on a vraiment restreint ici entre 2 et 30 résultats. Maintenant, quand j'arrive à la page des résultats, la première chose qu'on voit dans le haut, c'est la date de collecte. Donc là, par exemple, les biscuits et galettes, la collecte a été faite en 2024. Nous, les collectes comme ça, on en fait des collectes complètes, on les fait à peu près aux 4 à 5 ans. Fait que là, les biscuits sont quand même assez récents.
Par contre, il y a certaines catégories qui datent de 2021, 2022. On va les faire bientôt, mais pour l'instant, on a ces données-là. Fait que ça se peut que dans certaines catégories plus que d'autres, il y a des données qui ne soient pas à jour. Donc, les produits sont peut-être encore existants, mais ils ont peut-être été modifiés légèrement, ou il y a peut-être des nouveaux produits qui sont apparus sur le marché qu'on n'a pas encore dans notre base de données. Donc, on tient quand même à le préciser. Ensuite, dans la case verte, on voit les critères qui sont en bas, les critères que j'ai indiqués dans ma liste de critères. Puis, ceux qui sont restés en noir, c'est ceux pour lesquels j'ai appliqué aucun critère. Ensuite, on voit qu'on a obtenu 30 produits sur 755. Puis, on peut les trier avec les critères de notre choix. De façon systématique, l'outil le place en ordre alphabétique, mais on peut choisir, par exemple, de les placer en ordre de sucre, de haut en bas ou de bas en haut, vraiment comme on le souhaite. Puis, pour chaque produit, on a la photo du produit, le tableau de la valeur nutritive. Puis, lorsqu'on clique sur la petite flèche, on a aussi la liste des ingrédients, les allergènes, puis on a également le prix moyen approximatif. Le prix moyen approximatif, on le collecte quand on va dans les supermarchés. On a le prix à rabais et le prix régulier. On fait la moyenne pour chacune des bannières dans lesquelles on a observé le prix. Évidemment, on ne l'a pas sur un an, on l'a dans les visites où on va en supermarché. Donc, c'est pour ça que c'est approximatif, mais ça donne quand même un aperçu de ça peut coûter combien à peu près. À nouveau, vu que c'est une base de données de 2024, celle-là est quand même assez à jour, mais ça peut arriver, par exemple, que pour des produits de 2022, que les prix aient légèrement augmenté. Pour ce qui est de disponible chez, c'est les endroits où nous, on a vu ces produits-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas disponibles dans d'autres supermarchés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont disponibles dans tous les supermarchés de cette bannière. Mais ça donne quand même, encore une fois, une indication de où on peut les retrouver. Quant à la provenance, nous, on se base sur fabriqué à quel endroit. Donc, dans ce cas-là, c'est des produits qui sont fabriqués au Québec. Quand ce n'est pas fabriqué au Québec, c'est simplement écrit hors Québec. Donc, on n'a pas été plus loin que ça dans notre codification parce que c'était le souhait, finalement, c'était d'avoir les informations. Est-ce que ça provient du Québec ou d'ailleurs? Maintenant, si je vais tout en bas, là, vous allez voir, c'est pour ça qu'on a maximum 30 produits. Si je vais tout en bas, on va y arriver. On a deux cases où on peut prendre des notes. Donc, la première case, c'est des notes qui ne seront pas incluses dans le PDF qui va être généré. Donc, si jamais vous voulez prendre des notes pour vous, je vais le donner à un patient qui souffre de maladie cœliaque, peu importe qu'est-ce que vous indiquez, c'est des notes pour vous. On vous évite tout de même à ne pas écrire d'informations confidentielles. Puis ici, la case, ça va être pour des notes que vous pouvez donner aux participants. Aux participants d'un contexte de recherche ou bien aux patients pour, par exemple, bien regarder la teneur en gras saturé ou des indications un petit peu plus personnalisées. Ensuite, vous pouvez sauvegarder vos résultats. Vous pouvez donner un nom justement, biscuit, présentation, webinaire. Vous doutez que j'en ai d'autres, hein? Donc, puis vous l'enregistrez dans un dossier. Par la suite, si vous voulez aller rechercher votre dossier, tout en haut, dans vos listes sauvegardées, vous pouvez y avoir accès directement. Elles sont classées soit par date ou par nom. Vous avez la date de la dernière modification, si jamais vous ne vous rappelez plus quand est-ce que vous l'avez fait, si vous vous demandez si c'est encore à jour et tout ça. Puis, vous pouvez retourner n'importe quand et la faire imprimer. Puis lorsqu'on la fait imprimer, on a 4 options. On peut soit la faire imprimer en format simplifié pour avoir seulement une liste des produits, ou bien en format complet pour avoir la photo, le TV, analyse d'ingrédients, etc. Puis, on s'était fait demander aussi lors des consultations d'avoir la possibilité de retirer les critères. Par exemple, chez des personnes qui ont des troubles de comportement alimentaire, de focusser sur les critères, ça peut être un petit peu moins bon pour ces personnes-là. Donc, on peut les retirer, mais on peut les garder aussi si on veut enseigner en lien avec les critères qu'on a générés. Après ça, le PDF se génère, puis vous pouvez le partager par courriel en format PDF, soit aux patients, soit à vos collègues, ou bien vous pouvez l'imprimer en version papier, en garder quelques-uns à votre bureau pour, là, je ne sais pas pourquoi c'est long comme ça, là.
mais vous pouvez l'avoir à votre bureau en format papier pour le faire imprimer puis le donner aux patients. Donc, le générique est un petit peu long. Je ne sais pas si c'est ma connexion Internet qui est un peu moins bonne. Je peux retourner en arrière parce que maintenant, on sait un petit peu de quoi qu'on parle. Puis, je voulais vous montrer quand même le retour en arrière. Oh là là! On est peut-être beaucoup sur le site présentement, là. Je vais juste retourner sur ma fiche produit. Puis, tout en bas, on peut revenir aussi, je vais utiliser ça, ça va aller plus vite. On peut revenir à la recherche. Puis, lorsqu'on revient à la recherche, on a exactement les critères qu'on avait établis tantôt. Puis, on peut aller changer de catégorie. Si on se dit, moi, je vais garder les critères, puis aller vérifier avec les craquelins, par exemple, bien, on peut aller choisir les craquelins, puis les mêmes critères vont être sélectionnés. Puis là, évidemment, l'outil nous mentionne que les critères sont toujours là, d'un coup qu'on ne s'en rappelle plus. Mais si on se dit, mais non, je voulais changer de catégorie, mais je ne vais pas garder les mêmes critères, bien, dans ce cas-là, on peut rétablir les valeurs par défaut. Fait que ça revient au curseur qui indique les minimums maximum. Donc, ça conclut la partie repère. Je vais voir si je peux tout de suite, oui, ça a fonctionné. Je peux tout de suite aller ici. OK. Donc, il y avait quand même certains éléments que je voulais porter à votre attention. Peut-être que vous avez remarqué tantôt dans les attributs supplémentaires qu'on avait affichés, on avait aussi les attributs végétaliens. Donc, vegan, on l'a indiqué parce que c'est quelque chose qu'on recense sur les emballages des produits alimentaires. Nous, la façon qu'on le recense, c'est lorsqu'il y a une mention vegan, que le logo vegan est affiché. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il y a des produits ça veut dire qu'il y a peut-être certains produits qui ne l'affichent pas, mais qui sont véganes tout de même. Donc, on voulait quand même le mentionner parce que ça peut être un enjeu à ce niveau-là. Même chose pour la provenance du produit. Évidemment, un produit qui est indiqué avec Aliments du Québec, systématiquement, on le code comme étant fabriqué au Québec. Par contre, l'appellation Aliments du Québec est optionnelle. Donc, ce n'est pas tous les Aliments du Québec qui portent le logo Aliments du Québec. Donc, notre classification va un petit peu plus loin que ça. On va vraiment vérifier est-ce que l'usine est au Québec, pas juste le siège social, si c'est écrit importé par une compagnie du Québec, mais fabriqué ailleurs, bon, mais pas Aliments du Québec et tout ça. Fait que, bref, notre codification est un petit peu différente de Aliments du Québec, mais ça donne quand même une très, très bonne information. Puis, enfin, la dernière partie que j'avais, c'est un peu un appel à vous aussi. Est-ce qu'il peut y avoir des erreurs dans repère? Oui, il peut y avoir des erreurs. Nous, on indique exactement ce qui est indiqué sur l'emballage. Donc, si jamais il y a des erreurs que la compagnie a fait, bien, nous, on ne peut pas le savoir si c'est 20 grammes de quelque chose plutôt que 22. On ne fait pas des mesures en laboratoire. Lorsqu'il y a des données absurdes, nous, on va contacter les compagnies, on va aller vérifier avec eux, ça ne marche pas, c'est déjà arrivé dans le passé, puis on les avise, puis des corrections se font. Dans ce cas-là, vous pouvez quand même aller directement sur le site du MAPAC puis déclarer que vous avez constaté une erreur, puis le MAPAC peut s'en occuper. Il y a un lien pour ça. Puis, de notre côté, si jamais vous voyez des erreurs de fonctionnement, des erreurs à une des pages qu'on a fait qui vient de notre côté, finalement, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de les corriger. C'est ce qu'on souhaite aussi. On veut avoir un outil qui est en continu, un outil qui va servir, puis qui est adaptable aussi. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Ce qui m'amène justement à vous laisser mon adresse courriel ou vous pouvez cliquer aussi, comme je disais tantôt, sur la petite boîte à questions directement sur Repère pour nous contacter s'il n'y a pas que ce soit. Donc, je vais arrêter le partage. Puis, si jamais vous avez des questions, je vois qu'il y a déjà une petite main levée. On va pouvoir les prendre. Oui, des questions sur le clavardage. Merci beaucoup, Sonia, pour ta présentation. On avait en ligne, je vais essayer de les refaire en ordre, que j'ai cru les voir arriver. Donc, la copie de la présentation, je l'ai mentionné, c'est enregistré, ça sera envoyé par la suite et mis sur notre site web. Vous avez aussi le tutoriel sur la page repère là, pour vous appuyer en attendant. J'avais une question pour l'enseignement en nutrition ou en technique de diététique. Pouvons-nous l'utiliser avec nos étudiants? Oui, tout à fait. C'est le fun que vous posez la question parce que justement, dans notre comité de consultation, on avait des nutritionnistes qui, c'est ça leur travail. Puis, c'est pour ça qu'on avait ajouté aussi les sous-comptes. Donc, si vous voulez donner l'accès temporairement à vos étudiants, bien, vous pouvez leur créer des sous-comptes pour qu'ils puissent, dans le contexte de leurs études, y avoir accès, puis
aller faire générer des listes et tout ça pour des travaux, quoi que ce soit. Donc, bref, oui, tout à fait, ça peut être utilisé dans un contexte d'enseignement. On veut que ça serve. Fait on souhaite que tous les secteurs de nutrition puissent l'utiliser. Je vois que les mains se sont baissées, donc je ne sais pas si c'est parce qu'on a répondu aux questions ou si vous allez les mettre dans le clavardage, mais n'hésitez pas, le moyen que vous préférez, que ce soit à la caméra ou par écrit. Je comprends que le principe que la page est chargée avec plus de 30 résultats, mais pour l'avoir testé, j'ai l'impression qu'il faut comme trop raffiner notre recherche versus nos besoins. Je trouve que ça restreint les choix au final. Il faut s'ajouter des restrictions qui ne sont peut-être pas nécessaires. Bref, c'est juste une réflexion aussi, mais je pense que c'est un commentaire, c'est sûr qu'on a, Sonia. Donc, Oui, bien, en fait, je l'ai testé aussi, puis j'en suis à la même conclusion, mais effectivement, la page résultat est vraiment lourde. Ce que je peux vous suggérer, c'est d'y aller par étapes aussi. Tu sais, je l'avais testé l'autre fois, je suis allée avec 30 résultats, puis là, j'en ai supprimé quelques-uns avec, oh, je vais vous le dire, avec la petite poubelle. On peut supprimer des résultats, des exemples de produits à la page résultat parce que, ah, j'avais oublié telle affaire, j'ai tel critère, j'y pensais pas, puis celui-là, il me plaît pas, finalement, je ne voudrais pas le recommander, je suis pas à l'aise. Fait qu'on peut les jeter avec la petite poubelle. Puis dans ce cas-là, on peut faire revenir à la recherche de critères, puis on peut rajouter des critères un peu plus larges, puis on va générer des nouveaux résultats. Fait qu'à ce moment-là, ça fait en sorte qu'on peut quand même retravailler un peu avec l'outil. C'est sûr que si on vient qu'à avoir énormément de commentaires, vous n'êtes pas la première qui nous le dit par rapport aux 30, on pourrait élargir un tout petit peu, mais on ne veut pas non plus que ça soit trop large parce que ça peut devenir un peu trop lourd aussi pour la personne de se faire des recommandations, une note 30 ou laquelle que je prends. Fait que, bref, on ne voulait pas non plus aller trop largement, mais on pourrait augmenter si jamais la demande vient qu'à être incessante. On va évidemment la considérer. merci. Ensuite, y a-t-il un moyen de sélectionner comme critère le magasin? On ne l'a pas mis comme critère pour différentes raisons. En fait, c'est qu'on ne peut pas garantir à 100% que si on ne l'a pas vu dans une bannière en particulier, que ça ne veut pas dire qu'elle n'y est jamais. Fait que, on veut aussi assurer une certaine neutralité, puis le fait qu'on n'est pas assez convaincu que c'est parfait comme codification, on préfère ne pas ne pas la mettre comme choix. Il y a certains, je pense que c'est la provenance Québec hors Québec qu'on a mis dans le tri. Dans le tri, c'est uniquement des nutriments, mais on a fait ajouter le Québec hors Québec en voulant mettre l'accent, mettre l'emphase finalement sur les produits du Québec. Si c'est le choix, évidemment, dans certains contextes de gestion ou quoi que ce soit, mais on peut à ce moment-là faire le tri selon la provenance. Puis on peut aussi choisir juste des aliments du Québec, là, si on le souhaite. Donc, il y a certaines flexibilités à ce niveau-là, mais ça ne va pas plus loin que ça, je dirais, pour des raisons méthodologiques. On va passer à la main levée. Annie Blanchette, si vous voulez poser votre question. Salut, Amy! On va lui Je ne laisser sais pas si le micro, je ne sais est pas désactivé. si elle peut autoriser le micro. Est-ce qu'il faut que je fasse ça manuellement? Hop, Elle dit que c'est bloqué. Ouais. j'ai donné l'autorisation. Oui, salut Sonia. Oui. Salut. J'ai fait des petits tests avec l'outil hier, puis avec les critères qu'on a ici à l'UCPQ au PPMC. Je trouvais que ça fonctionnait bien pour sortir la liste sur le site web, mais après, quand je clique pour générer un PDF à partir de la liste, il me manque tout le temps les deux mêmes choix. Là, c'est le troisième et le quatrième choix apparaissent jamais sur le PDF. Je vais juste le partager. Je l'ai réussi sur mon ordi de télétravail aujourd'hui, puis j'ai le même problème aussi. OK, mais je vais le noter dans ce cas-là. Je ne sais pas, moi, tantôt, on a vu que ça tournait en rond. Là. Les tests que j'avais fait dans le passé, ça avait tout fonctionné, mais je vais vérifier tantôt. Puis, je pourrais t'écrire si jamais il y a quelque chose si jamais ça fonctionne très bien de mon côté, on pourra aller voir plus loin ensemble comment on peut s'organiser. Parfait, merci. De rien. Alors, je vais reprendre le fil. Est-ce que l'outil est disponible en anglais? Donc, pas encore. Pas encore. On a fait la façon qu'on a bâti la plateforme.
la version anglaise est possible. Donc, c'est une question d'infrastructure web. Là, je ne connais pas ça du tout, mais bref, c'est possible de le faire mettre en anglais. On ne l'a pas encore. Par contre, nous, dans nos bases de données, on a tout le temps la liste des ingrédients et tout ça, tout est en anglais aussi. On a les deux versions. Fait que ça serait possible ultimement d'avoir une version anglaise. Pour l'instant, pour des raisons de financement, on n'a pas été plus loin que ça, mais un jour, ça serait possible si on a le financement nécessaire. On a plein de bons commentaires aussi, Sonia, que je te lirai après la Pas de problème. présentation. Merci d'ailleurs à tout le monde qui nous offre ces bons mots. On a une question. À quelle fréquence la mise à jour de la banque de données est-elle prévue? Aux 4 à 5 ans. Donc, pour l'instant, c'est des collectes complètes qu'on fait. Comme je disais tantôt, on va dans le supermarché et on prend tout. Donc, c'est quand même assez fastidieux comme méthodologie. Par contre, on a essayé, dans le temps de la COVID, on avait essayé du web scrapping, donc par le biais des sites web. Puis on a constaté que les données étaient moins à jour sur les sites web qu'en supermarché. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas continué comme ça. On préfère continuer en supermarché parce que c'est plus solide comme données, ce qui fait en sorte que c'est un petit peu plus long. Donc, c'est à peu près aux 4 à 5 ans qu'on a la totalité des données pour chacune de nos catégories d'aliments. On a aussi une question. Il faut être membre de l'ordre pour l'utiliser. Oui. Oui, C'est mais comme je le disais tantôt aussi, vous pouvez créer des sous-comptes à vos auxiliaires, à vos stagiaires, à vos étudiants, mais avec une date de fin pour s'assurer que si jamais la personne change d'orientation, mais qu'elle n'ait plus les accès nécessaires. Mais il faut que quand même la personne principale ait… Oui, tout à fait. On peut passer à la question la main levée. Hop, je vous donne l'autorisation. Chantal Blais. Moi, si ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Allô, Chantal? Allô, ça va bien, Sonia? Félicitations, Oui, c'est vraiment un outil superbe et qui va être très utile pour l'ensemble. En tout cas, moi, je parle d'un point de vue nutrition clinique, mais je pense que c'est bien de l'ouvrir à toutes les autres spécialités de la nutrition. Je reviens juste sur la question qui a été posée un peu plus tôt sur la vérification, le suivi des aliments, là. Je me disais juste 5 ans, c'est quand même long dans un contexte où les aliments peuvent changer, ce qui veut dire que si tu as je te parle des biscuits par exemple, avec toute la sélection que vous avez eue, si vous venez de faire la révision en 2024, mais qu'il y a des produits qui sont retirés du marché après 2 ans, on va se retrouver dans une banque de données avec beaucoup d'aliments qui seront peut-être plus disponibles. Est-ce que vous prévoyez mettre je sais pas, un petit mémo pour montrer que les aliments sont plus disponibles? Parce que c'est quand même long, 5 ans pour des produits alimentaires, là. Oui, entièrement. Puis, la façon qu'on propose, ben là, ce n'est pas encore très clarifié la façon qu'on souhaite procéder, mais on a commencé cette année à faire ce qu'on appelle des collectes abrégées. Donc, on collecte à peu près 20 des produits les plus vendus, sachant que c'est ceux qui sont les plus consommés, puis on les met à jour. Donc, on ne sait pas encore comment on va pouvoir implanter ça dans Repère, mais on a débuté ça pour voir un petit peu comment c'était pour aller, puis à quel point c'était énergivore aussi pour nous. Mais on aimerait ça, tout le moins, avoir à mi-chemin, donc à peu près aux 2 ans, 3 ans, dépendamment des catégories, avoir une collecte abrégée pour aller mettre à jour les produits les plus consommés. C'est un petit peu la façon qu'on avait prévu s'y prendre pour l'instant. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il y a une question. Y a-t-il un classement des meilleurs produits, tous critères confondus? C'est une très bonne question. On s'en est fait parler aussi dans nos consultations. La réponse est non, parce qu'on veut laisser la personnalisation de la nutritionniste, donc le jugement clinique, les jugements de la professionnelle, mais aussi parce qu'au début, on pensait que dans les critères, ça serait vraiment plus faible en gras, plus faible en sucre, plus faible en sel. Puis, il y en a qui nous ont dit, non, non, moi, je rencontre des gens qui ont le cancer, je rencontre des gens dénutris, j'ai besoin des plus grands aussi, donc plus de fibres, plus de protéines, plus de tout. Donc, on a réalisé que
un produit peut être bon pour une population puis l'être moins pour d'autres. Donc, on a vraiment décidé que c'était la personnalisation qui était pour primer. Donc, il n'y a pas de top meilleur produit. Il faut vraiment mettre nos propres critères. Est-ce qu'il est possible de raffiner la recherche en fonction des endroits où les produits sont disponibles? Donc, ça évoque un peu là, la question tout à l'heure avec les bannières, mais c'était plutôt pour en région éloignée, là où les bannières sont parfois limitées et donc on n'a pas le choix. Non, malheureusement. Non, on n'a pas l'information. On a de façon très générale où on peut trouver ce produit-là. Euh, Est-ce qu'on peut partager une liste avec un autre utilisateur indépendant dans l'outil? Est-ce que les listes sont automatiquement mises à jour après les mises à jour d'aliments? Donc, j'imagine que si on fait une liste, est-ce que si on met à jour les données, est-ce qu'ils vont se mettre à jour aussi si les aliments sont disponibles? Je pense que c'est ça. C'est une très bonne question parce que je ne l'ai pas testé. Moi, j'en ai des vieilles listes de septembre que je pourrais aller vérifier, voir si on a fait une nouvelle mise à jour avec les boissons laitières et végétales. Je pourrais aller vérifier, voir si les changements se font automatiquement ou si le PDF est comme figé. Je pourrais le vérifier. Puis je pourrais revenir. Émilie, on a accès au nom de la personne? Oui, oui. Angéline Filion. Parfait, je vais m'informer puis je vais vous revenir. Merci. On pourra peut-être aussi ajouter l'information dans la FAQ par la suite là, si on a une réponse définitive. J'ai une question qui est plus sur la création d'un compte, un peu plus des difficultés techniques. Je vous invite à nous écrire à l'adresse observatoire que j'ai mis dans le clavardage. Je vais vous aider. Souvent, c'est lié à une erreur de courriel ou des indésirables, mais je vais vous aider avec plaisir. N'hésitez pas à nous écrire. Qu'est-ce que vous faites avec les aliments achetés ensuite? C'est une bonne question, ça, puis on a la Je n'ai pas réponse. entendu, répète. Qu'est-ce qu'on fait avec les aliments qu'on a achetés lors de nos collections? Ah! Oui, bien, on les donne à. Ben, nous, c'est Moisson Québec. Donc, c'est à Moisson Québec qu'on les donne. Tout simplement. Oui. Et ce qu'on peut congeler, parce que parfois il y a un délai, on le congèle. Donc, Oui, on a. tout à fait. Puis, des fois, nos étudiants aussi, nos étudiants gradués en situation de précarité, on se permet de leur en donner aussi. Sinon, c'est ça. Maintenant, avec 755 biscuits, on est à l'aise d'en donner quelques-uns aux étudiants, puis le reste à Moisson Québec. Ça fait déjà pas mal de produits. Mais oui, c'est un enjeu de classement. On a des locaux pleins de produits, en effet, au travail. Est-ce possible de savoir si le produit est certifié halal ou cachère? C'est une bonne question. Nous, on code l'information c'est une colonne dans notre fichier Excel qui est autre logo. On ne le code pas de façon plus précise que ça. Donc, à savoir si on pourrait aller chercher, il y aurait sûrement façon d'aller chercher l'information, mais pour l'instant, ce n'est pas codé parce que ça ne fait pas partie de nos questions de recherche. Ça n'affecte pas la composition nutritionnelle, ça n'affecte pas nécessairement la liste des ingrédients, tout ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on s'est intéressé à ce sujet-là encore jusqu'à présent, là. Mais il y aurait possibilité de trouver l'information peut-être avec l'intelligence artificielle ou quelque chose comme ça, vu qu'on ne le code pas pour le moment, là, mais il y aurait sûrement façon de faire quelque chose si on le voulait. Pour l'instant, comme je disais tantôt, on a quand même, comme tout le monde, présentement, on a des enjeux de financement, donc on ne peut pas vraiment aller plus loin. Mais ultimement, on prévoit faire des nouvelles collectes avec l'arrivée du symbole de Santé Canada à partir de janvier. Donc, on devrait entreprendre des nouvelles collectes prochainement. Puis, on est à revoir justement notre fichier Excel. Fait que si c'est une demande qu'on a qui est récurrente, bien, on pourrait se mettre à coder cette information-là. Donc, je vais me le noter parce que ça m'intrigue, voir si on pourrait le coder déjà, là, mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est comme une colonne autre logo ou autre passé. Là. Puis il y a quelqu'un d'autre qui a posé une question puis qui offre une piste aussi de peut-être de solution en attendant. Est-ce qu'on peut mettre porc ou gélatine dans les allergènes ou ne contient pas pour Oui, donc tout ça à peut être fait. une solution Oui, de ce c'est côté-là. ça. Mais des fois, je sais que c'est aussi dans la méthode d'abattage des animaux. Ça serait vraiment dans autre logo. Là. Mais effectivement, pour le contenu comme tel, on peut le mettre dans ne contient pas. Par contre, la méthode d'abattage, ça, c'est pas recensé. Là. On a aussi une question qui demandait, puis je pense que je pourrais lui répondre. Une fiche grand public pour des recommandations globales de santé publique, est-ce qu'on en a prévu? On a des outils qui s'en viennent pour les consommateurs, des fiches par catégorie.
Donc, surveiller nos réseaux sociaux et nos divers sites, ça s'en vient pour l'année 2026. Ensuite, je comprends bien la notion de sous-compte temporaire, mais de plus en plus, on va optimiser la tâche des techniciens en diététique et la création de travail en santé publique. L'ODNQ permet d'ailleurs leur accès aux formations. Dans le même sens, pourrait-on envisager leur octroyer des accès à plus long terme? Bien, la date, oui, bien, tout à fait. En fait, vous pouvez créer des sous-comptes, puis leur donner les accès. Puis la date, je ne sais même pas si on peut aller jusqu'en 2035, 40. Je ne pense pas qu'il y ait de maximum, mais si vous souhaitez, vous pouvez quand même mettre une date assez éloignée si vous êtes assuré que qu'elle va continuer à collaborer avec vous pendant plusieurs années. Là, il n'y a pas de problème pour ça. Par contre, de façon systématique, c'est une entente qu'on avait avec l'ODNQ, justement, de restreindre à l'utilisation aux membres de l'ordre. Donc, c'est pourquoi on a mis ce critère-là pour la connexion. Mais on a quand même assoupli justement lorsqu'il y a une nutritionniste qui chapeaute ces personnes, que ce soit des techniciennes, que ce soit des auxiliaires, des stagiaires. Donc, c'est un peu une façon de faire qu'on a comme réussi à trouver pour faciliter l'utilisation par d'autres personnes que des membres de l'ordre. Et la même personne nous demandait si on fait affiner avec le prix, si jamais on a été face à une clientèle défavorisée. On l'avait mis au début, puis on l'avait retiré finalement parce que justement, c'était trop variable, puis on ne voulait pas non plus on ne voulait pas que le prix prenne le dessus sur la qualité nutritionnelle. On l'avait retiré. Par contre, on peut quand même le voir, on a l'information, on le voit à l'œil, mais non, ça ne fait pas partie des tris pour l'instant. Puis oui, il y a quelqu'un qui disait que c'était dommage qu'il faut être membre de l'ordre parce que ça peut être très utile durant le baccalauréat. Par contre, si vous êtes mentoré ou vous avez un tuteur par quelqu'un qui est membre de l'ordre, vous pourriez bénéficier quand même de l'outil avec un compte associé. On a quelqu'un qui nous demande si on peut utiliser le critère du logo sur le devant de l'emballage, le FOP qui s'en vient prochainement. Oui, bien, c'est une super bonne question, puis on se l'est posé aussi. Pour le moment, le problème, c'est qu'il n'est pas encore partout. Nous, présentement, l'Observatoire, évidemment, on recense ce genre d'informations-là. Par contre, présentement, on recense davantage de manière théorique parce qu'il y a des produits qui vont attendre comme à la dernière minute, là, finalement, pour ne pas l'afficher. Donc, pour l'instant, on avait un enjeu d'exactitude. Donc, présentement, ça ne serait pas exact si on se base là-dessus. Par contre, c'est sûr que vous pouvez quand même, en utilisant le pourcentage vécu, vous pouvez quand même raffiner assez bien pour avoir l'information. Mais ultimement, c'est vrai que ça serait le fun d'avoir un bouton cliquable, symbole, pas symbole, à faire classer. Mais je me le note parce que moi, ça m'intéresserait aussi. Aussi une suggestion, donc de rajouter restriction FODMAP dans les critères éventuellement Oui, FODMAP. Oui. affinés. Ça, on ne le recense pas encore. Ça c'est. Ouais. On ne le recense pas encore, c'est quand même complexe aussi en termes de composition nutritionnelle, la liste des ingrédients. On peut les coder avec des mots-clés et tout ça, mais des fois, quand c'est il faudrait quand même que l'outil comprenne, mettons, poudre d'oignon versus oignon tout court, puis des choses comme ça, mais tu sais, on peut garder en tête clairement pour les suites. Là, ça va être à voir comment que l'outil évolue aussi dans le temps. Là. Et il y en avait aussi dans la question-réponse, c'est ça pour la démocratisation de l'outil. Je pense tu l'as abordé là, pour la notion de nutritionniste, mais on a aussi en lien avec la mission de l'Observatoire qui est l'objectivité de nos données. Puis vous avez remarqué que dans Repère, on a les marques qui sont associées avec la qualité et donc un classement par marque. Et ben, ça ne répond pas à la mission de l'Observatoire de rester objectif et de ne pas pointer du doigt de certaine façon certaines marques. Donc c'est pourquoi on restreint l'utilisation de la plateforme là, pour vraiment une utilité clinique et non pas c'est pas un outil grand public pour cette utilisation-là. C'est la raison qui explique notre choix derrière ça. Peut-on utiliser avec deux adresses courriel différentes? Non, parce que vous pouvez vous faire un seul compte par numéro de l'ODNQ de permis, donc ce n'est pas possible de ce côté-là.
Et un commentaire sur donc, la complexité d'ajouter un critère pour les FODMAP, puisque en effet, c'est plus complexe. Donc, je crois que ça fait le tour de toutes les questions que j'avais dans le clavardage. J'espère ne pas en avoir oublié, laissé passer. Si jamais c'était le cas, j'ai Geneviève Côté, je vais vous donner accès. Mais si jamais j'en avais oublié ou si la question ne répondait pas tout à fait, si notre réponse ne répondait pas tout à fait à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel, ça va nous faire plaisir d'y répondre par la suite. Ah, c'est une erreur. Ah, oups! Geneviève, c'était pas une vraie question. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre présence. C'est très apprécié. Puis comme Émilie le disait, on est là pour faire avancer l'outil avec vous. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir. Là, ça se peut qu'on en reçoive beaucoup dans les prochains jours. Fait que ça se peut que ce soit un petit peu plus long d'y répondre, mais on va y répondre sans faute. Tout à fait. Puis oui, si vous avez des enjeux, des erreurs ou que vous voyez des petits bugs, là, on est très à l'écoute. On veut le savoir. Donc, écrivez-nous là, sans problème. Envoyez-nous des captures d'écran. Ça, il n'y a pas de souci. On va faire le suivi avec vous. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, Merci. belle fin d'année. Merci. Au revoir.